Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation. Très chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Sagesse et Société où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Floriane Maya Orbaccio. Bonjour. Bonjour Floriane, mais tu n'es pas seule aujourd'hui, tu es venue avec toute la famille. À toutes, presque toutes. Disons que certains membres de la famille ont voulu venir. Alors, on va découvrir tout ce beau monde. Simplement, notez que tu es marionnettiste, formatrice et thérapeute. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est la vie d'une marionnettiste à notre époque, au XXIe siècle, Floriane? À notre époque, eh bien, qu'est-ce que c'est la vie d'une marionnettiste? C'est déjà beaucoup de construction, parce que je construis aussi mes propres marionnettes. Je donne aussi des ateliers de construction de marionnettes, avec par exemple les ateliers parents-enfants qui cartonnent et puis qui mettent vraiment en œuvre quelque chose d'assez beau. Car grâce au fait de construire quelque chose, il y a vraiment un échange qui se crée dans les groupes. Et ça, je trouve qu'à chaque fois, il se passe des choses vraiment très belles. Et puis après, c'est aussi beaucoup de créativité, de pouvoir le processus créatif. Et comme je suis une créative, c'est pas toujours évident, surtout de pouvoir canaliser toute cette énergie. Alors, à l'époque, il y avait Guignol à Lyon, il y avait plein de marionnettistes. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est perdu ou est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a encore cette passion pour les marionnettes? Je pense qu'en effet, il faut pas grand-chose pour éveiller en fait ça chez les gens. C'est ce que j'ai pu noter moi en parlant assez facilement. Alors au début, passer les a priori, passer le fait que c'est pour les enfants, c'est pour les bébés, etc. Finalement, je constate à chaque fois que franchis cette étape, les gens ont des souvenirs. Et ça, Oui, parce que de ton expérience, tu n'interviens pas simplement avec les enfants. Non. Aujourd'hui, tu interviens même dans les entreprises. Voilà, j'interviens aussi dans les entreprises en cohésion d'équipe, avec la marionnette. Et c'est assez fabuleux aussi de voir ça, de voir comment les gens s'emparent. Donc je viens avec, j'ai une trentaine de marionnettes d'exercice. Voilà, on passe par le biais de la construction de scénarios, puis jeux. Et c'est vraiment assez impressionnant aussi ce qui se passe finalement doucement par le biais. J'aime bien ce média de marionnettes parce que c'est doux en fait. Ça révèle des choses, mais d'une manière très douce. En tout cas, ça réveille notre enfant intérieur. Hein. Déjà. Il y a cette joie tout de suite lorsqu'on parle de marionnettes. Il y a quelque chose qui est éveillé en nous. Alors avant de rencontrer la famille de Tini, parce que tu es venu avec le père, la mère et la maîtresse. Et la maîtresse. Ah, donc alors, là, il n'est pas très content que la maîtresse soit là, mais bon. Ah non, c'est normal. Elle est on là est en pour pleine période estivale. Voilà, c'est les vacances. Rappeler qu'il doit faire c'est comment on appelle ça, les cahiers d'école. Les cahiers d'école. Ouais. Alors, Floriane, comment la différence peut être perçue de nos jours dans notre société? On parlait, avant de commencer l'émission, on parlait de cette notion de grain de folie, oui. Cette folie douce. Et de nos jours, est-ce qu'elle a toute sa place? Est-ce que dans cette société qui est bien protocolaire, qui propose un moule, qui demande même un moule, est-ce que tu trouves que de nos jours, cette liberté que nous pouvons avoir d'exprimer ce que nous sommes, eh ben, on la vit pleinement ou pas du tout? Déjà, tu as dit quelque chose, tu as rajouté folie douce, parce qu'en effet, si on parle de folie tout court, ça a trait tout de suite à la folie, les hôpitaux, finalement, je pense que fondamentalement qu'on peut tous basculer dans la folie. Et qui du coup n'est plus douce. Donc cette folie douce, je suis pas sûre qu'elle soit forcément toujours bien accueillie parce qu'en effet il y a cette notion de moule, de standard. Et quand il y a quelqu'un qui est différent, il se fait remarquer. Et quand il se fait remarquer, il est plus difficile à gérer que les autres. Ça demande une autre façon de se comporter. On prend l'exemple. Il y a la maîtresse qui est là, donc on se tait, mais quand même, à l'école, voilà, c'est le cas le plus évident. Quand il y a un enfant qui présente un comportement différent, donc on va déjà le qualifier par exemple, d'hyperactif ou sans tomber dans
les gros mots après derrière, mais de cabochard, j'ai déjà entendu ça. Quel cabochard, celui-là, il va rentrer dans le rang. Il faut le rentrer dans le rang. On va le rentrer dans le rang. Voilà. Ça, c'est quand même fort il était tu, mais je vais y arriver. Alors qu'il avait... C'est un enfant qui avait 4 ans, quoi. J'intervenais sur une action bienveillance avec des petits, avec la marionnette, et j'entends ça d'un petit qui présentait... Parce qu'il ne parlait pas encore. Et voilà, il présentait quelque chose de différent. Alors, peu importe cette différence, finalement. Parce qu'une différence n'est rien d'autre par rapport à une norme. Si on prend, je sais pas, une personne, une brochette de personnes bleues, hein, et il y a, dans cette brochette, il y a un rouge, bah, il va être différent. Mais si c'est le contraire, s'il y a une brochette de personnes rouges et qu'il y a un bleu, bah, il va être différent. Alors qu'au fond, voilà. Donc c'est toujours embêtant de voir comme si il fallait trouver en plus sa famille. Est-ce que l'humain, tu dirais que le mental humain a peur de cette différence, a peur d'accepter une différence, et peut-être... Qu'est-ce que ça reflète chez lui? Je pense en effet que donc l'humain qui rejette la différence qu'il voit chez autrui, il rejette sa propre différence, parce qu'on a toute notre étrangeté en nous. Hein, cette zone qu'on ne connaît pas, c'est inconnu. Et c'est ça qui nous fait peur d'aller découvrir. Alors quand les autres en face se permettent d'aller découvrir ou réveiller quelque chose chez ce fameux humain, eh bien, tout d'un coup, forcément, ça peut lui faire peur, et c'est normal, de toute façon, que ça fasse peur, pour parler de normalité, pour le coup. Alors, tu sais que dans notre tradition chrétienne, il y a un grand sage, un grand saint, qui s'appelle saint François d'Assise, et il parlait justement aux arbres, aux oiseaux. Aujourd'hui, quelqu'un qui parlerait aux arbres, aux oiseaux, est-ce qu'on le nommerait saint, ou est-ce qu'on le mettrait plutôt en asile psychiatrique ? Ah oui, voilà. Donc c'est une question de mode, parce qu'on voit un peu plus la mode de faire des câlins aux arbres, ça commence un peu à être un peu démocratisé, donc du coup on paraît un peu moins fou, mais cela dit, bon, faut quand même pas trop... faut ne pas aller trop loin quand même par rapport à ça. Faut faire discret quand même, hein. Faut pas abuser quand même. Ouais. Alors qu'est-ce que ça serait une société où on laisserait notre grain de folie s'exprimer? Que pourrait donner cette société? Alors voilà, après, ça c'est une bonne question, parce que si chacun exprime son grain de folie, et que ce grain de folie ne vient pas en harmonie, de façon harmonieuse, donc avec les autres grains, qu'est-ce que ça peut donner? Ça, j'en sais strictement rien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où on peut exprimer chacun ce qu'on a dans le cœur, eh bien, ça donne quelque chose d'autre que si on s'exprime juste par la peur. Donc voilà, comment on peut faire pour aller finalement piocher, aller chercher en nous cet espace dont on parlait tout à l'heure d'inconnu. Et on parlait aussi avant l'émission du plus petit masque du monde, donc devoir se cacher. Oui, ça c'est intéressant, ouais. Comment tu l'as partagé, ça serait intéressant que tu puisses aussi le partager avec nos auditeurs et auditrices. En fait, tu disais qu'il fallait finalement quelque part un artifice pour pouvoir montrer son grain de folie, quelque chose qui vient un peu ne pas le montrer tout de suite. Et je t'ai dit, comme le masque, et non le masque du clown, le nez de clown, c'est le plus petit masque du monde. Voilà. Intéressant. Et donc, comment finalement on se masque pour devenir soi-même, c'est-à-dire cet autre qu'on se cache à nous-mêmes, hein, qu'on a caché aussi très souvent à ses parents, à la société, au groupe, etc., qui nous fait peur. Et c'est souvent l'enfant abandonné, d'ailleurs, qui est dans un coin, hein, qu'on a mis de côté, hein, par les esprits trop rationnels, par exemple. Eh bien, ils sont le cerveau droit, la créativité, tout ça, c'est trop imprévu. Il faut que ça soit rassurant, prévu, ordonné, classé, étiqueté. Alors, c'est un grand paradoxe. Il faut se cacher aux autres pour pouvoir s'exprimer et être soi-même. C'est quand même un grand paradoxe. C'est un grand oui, c'est là la folie. Ça rejoint d'ailleurs certaines dépendances où ça va être l'alcool, où on va s'inhiber à travers peut-être de la drogue. Et dans ces états-là, effectivement, on cherche à être nous-mêmes. Il y a un relâchement qui fait que l'ego se dissout pour un certain moment, même si les conséquences peuvent être des fois dramatiques. Exactement. Alors, comment ça se fait que dans notre société, on n'a pas permis, ou on n'autorise pas, ou peut-être on ne nourrit pas le fait d'être soi-même? Qu'est-ce que c'est une société où on serait soi-même, naturel? Déjà, pour accepter d'être soi-même, en tout cas pour mon parcours,
c'est un chemin. Un chemin déjà de pouvoir se libérer des conditionnements qu'on a reçus, et parfois des conditionnements qui nous attachent, auxquels on est lié aussi. Donc c'est ça qu'on aime quelque part, hein, parce que c'est un conditionnement, pour moi, c'est comme un petit berceau. Le petit berceau du bébé, c'est son premier cadre, et il en a besoin pour pouvoir être en sécurité. Et un conditionnement, c'est ça finalement, c'est une étiquette, une boîte, c'est quelque chose qui rassure. Hein, on parle on va travailler dans une boîte, on prend une bagnole aussi pour y aller, quoi. Tout ça, c'est des notions de boîte d'enfermement pour se rendre dans une autre boîte. On change de boîte des fois aussi. Intéressant. Voilà. Mais on cherche cette sécurité, mais si on cherche que la sécurité, on va vers la mort. Que si on se sert de cette sécurité pour exprimer donc soi-même finalement sa créativité, et qu'elle soit dosamment ajustée, je pense que c'est plus évident pour l'aborder. On va demander l'avis de nos invités. Allez. Les invités mystères. Alors, je sais que Tini est venu avec sa famille. Oui, Tini... Mais quand même, il est venu avec sa maîtresse en pleine période estivale. Ouais. D'ailleurs, je pense que elle, comme elle aime bien prendre la parole, elle a sûrement quelque chose à dire. Donc, on va sûrement l'écouter. Hein. Donc, j'appelle... La maîtresse. À la barre, on peut dire, ou pas? Peut-être pas quand même. Au micro? Alors, Bonjour la maîtresse. oh, je vois que le micro est la même couleur que ma tête. Eh ben, j'en suis très ravie, hein. Bon, ça fait plaisir à voir, c'est ordonné, parce que sinon, je peux vous assurer que, eh bien, je ne restais pas une minute de plus ici. Et comment dirais-je, il fait un peu frisqué ici, hein. C'est quoi cette température? On n'est pas sous la canicule, c'est vrai. Oui, moi j'aime bien prendre le soleil, la preuve, ça me rend verte. Ça vous fait rire? Oui, oui. D'accord. Bon, alors, vous êtes monsieur? Stéphane Hérault. Vous avez fait vos devoirs? Ça dépend lesquels. Vous avez une question? Oui. Qu'est-ce que la sagesse pour vous? La sagesse. Alors, oh, mais je savais pas qu'il fallait venir avec mes ouvrages. Écoutez, je suis embêtée parce que j'ai pas mon ouvrage, mon lexique. Et dedans est marqué tout mon savoir, bien évidemment. Donc... Et si on laissait tomber le savoir, justement, pour aller dans le cœur de la sagesse, ça serait quoi pour vous? La sagesse, alors voyons, sagesse, ça vient de sage, ça vient de je sais pas quoi. Oh, bah écoutez, Sophia, vous voulez vraiment me porter préjudice, hein, me poser des questions comme ça, très 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 difficiles. Ah, la note va bientôt venir. La note? Oh, non, je ne donne. Moi, je donne les notes, j'en reçois pas. Quoique parfois si, mais bon, ça c'est autre chose. La maîtresse, je vous avais dit, hein, qu'elle elle est un peu... Comment ça, je suis un petit peu... Non mais, un peu beaucoup, oui. Oui, bon, un peu beaucoup, voilà. Enfin bref, elle a même pas entendu ce que je voulais dire. Ceci est une autre affaire. Oui, c'est ça, une autre affaire. Bon, alors vous avez fait vos devoirs? Oui, c'est pas dire grand-chose d'autre. Hein. C'est ce que je vois. C'est pas évident. Mais je vais évident. peut-être m'y mettre. Hein. Oui. Mais il faudrait que je sache quel devoir, quand même. Ah ben oui, quel devoir? Alors on va en parler tout de suite des devoirs. Alors les devoirs de sagesse. Ah, numéro 1. Qu'est-ce qu'il faut pour être sage? Bien, maintenir sa parole, ne surtout rien dire. Ça, devoir numéro 1. D'accord? Pour être sage. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'exprimer? Non, il faut être poli, dire bonjour à la dame et sourire. Voilà. Ah, bon, ça je l'ai alors. Donc voilà. Surtout être comme tout le monde, parce que comme ça évite les embarrassements de dernière minute. Voilà. Et puis, devoir numéro 3, eh bien, prendre pas trop de récréation. Parce que après on oublie un peu tout le savoir qu'on doit avoir dans la tête, monsieur Stéphane. Mais à quoi nous sert tout ce savoir, justement? Le savoir? Eh bien, oui. Le savoir, il sert à savoir, s'organiser, parler en société.
Enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Non, mais si on ne l'utilise pas, tout ce savoir, parce qu'on peut avoir plein de livres de recettes dans notre bibliothèque, mais sans avoir utilisé une seule de ces recettes et de l'avoir goûtée. Alors à quoi sert tout ce savoir? Ça sert à briller en société. C'est important, briller en société. Mais pour qui? Avoir un bon métier, un bon salaire, un bon travail, une bonne voiture, une belle clôture, un chien qui aboie, ouf, ouf, ouf. Mais pour faire quoi au bout du compte? Calmez-vous. Pour faire quoi? Mais pour vivre. Ah, parce qu'il faut tout ça pour vivre. Mais oui, il faut tout ça pour vivre, enfin. Parce que tous ceux qui n'ont pas ça, ils ne vivent pas alors. Ah, ils vivent moyennement. D'accord. Mais il en faut des choses pour vivre. Ah oui, dis donc. Bon, écoutez, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai des devoirs à corriger. En période de vacances? Oui, en période de vacances, je fais du soutien scolaire. D'accord. Pour, les retardés, ceux qui ont des bonnets d'âne sur la tête. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir ici. Oui, merci maîtresse. C'est la moindre des choses. Enfin, votre merci. Eh bien, qu'est-ce que la maîtresse nous a appris finalement? Oui. Parole de sagesse. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle nous a appris, cette maîtresse? Donc, c'est très intéressant, cette notion de savoir. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre le savoir et la connaissance. Si on observe bien, la connaissance, déjà, rien que dans le terme connaissance, tout est dit. Connaissance, naître avec. Alors que le savoir, c'est quelque chose que je dois acquérir. Apprendre. Et la sagesse, est-ce que ça ne serait pas justement de mettre en expérience tout ce savoir que nous avons acquis? Et c'est là où c'est intéressant, parce que dans notre société, à quel point on nous demande d'accumuler du savoir, mais est-ce que on nous demande d'expérimenter? Ça rejoint aussi la notion du dogme. Dans nos religions, il y a beaucoup de dogmes où on nous demande d'y croire. Mais est-ce que si je prends le temps d'expérimenter les objets de ces dogmes, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça parle à mon cœur? Est-ce que ça me sert? Est-ce que ça va me servir pour les autres, pour moi-même? C'est très intéressant, cette notion, en tout cas. En plus, le savoir, donc, si on part de ça, de pouvoir, on va dire, entasser la notion d'accumulation, oui. L'accumulation, voilà, puis le mental. Parce que, est-ce que finalement, l'intuition ne vient pas contrer tout ça? Ça me fait rire, des fois, j'entends des scientifiques qui ont fait des expériences, dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'argent, pour finalement expliquer quelque chose qui, intuitivement, on se dit, mais pourquoi ils ont pris tout ce temps? Pourquoi ils ont pris tout ce temps pour juste quelque chose qui est tellement évident? Voilà, et c'est comme si il fallait toujours prouver par des méthodes, on va dire, standardisées, classiques, scientifiques, selon leurs normes. Je n'ai rien contre la science. Alors que on a des choses innées qui sont là finalement, et on n'a pas de preuves en effet. Alors faut-il tout prouver? Alors ça, c'est une bonne question. Faut-il tout prouver? Et est-ce que tout peut être prouvé? C'est ça. Et il y a des choses qui ne peuvent pas être prouvées. Mais par contre, ce qui est intéressant, tu disais quelque chose en termes d'éducation, qu'on a nourri beaucoup plus le cerveau gauche que le cerveau droit. Alors, tu parlais du cerveau droit, beaucoup plus l'aspect créativité. Et c'est vrai, lorsque tu regardes notre système éducatif, le cerveau gauche est beaucoup plus sollicité. Le rationnel, l'intellect, etc. Alors, quelle est la part, justement, dans une structure un peu plus anglo-saxonne? On va mettre beaucoup plus l'accent sur la musique, sur les arts. Aujourd'hui, peut-être qu'en France, ça se développe de plus en plus, oui. Mais ça prend un certain temps quand même. On nourrit très peu. Si on regarde en termes de matière, on nourrit beaucoup plus la partie intellectuelle en nous que la partie créativité. Le problème, quand on doit nourrir la partie créative dans un groupe d'enfants, une classe, ou comme on parle d'éducation, on doit faire face on doit s'y attendre à des débordements. L'excès de créativité, c'est le chaos. Donc du coup, forcément, qu'est-ce qu'on fait? Il faut de l'ordre dans tout ça. Mais le problème, c'est que cette créativité, aujourd'hui,
elle est mise au second plan. C'est d'abord l'organisation, l'ordre, le rationnel qui est mis en avant, le mental, etc., ce dont on parle depuis tout à l'heure, et non pas la créativité. Tiens, la créativité, c'est ce qui vibre en nous, finalement. Ouais, ce côté vibrant, et puis ça, ce côté vivant et vibrant. Exact. Laisser la spécificité de l'individu se manifester. Quelle est ma différence? Est-ce que je suis prêt à l'assumer? Et dans cette différence, comment je vais la partager? C'est aussi l'envie. L'envie, oui. L'envie, tiens, qu'est-ce que, finalement, si je laisse reposer sans influence extérieure, c'est très dur de pouvoir se départir de l'influence extérieure. Ce qu'on doit être, ce qu'on ne doit pas être, hein, parce qu'on reçoit des injonctions. Alors après, même si on se rebelle contre ces injonctions, quelque part, on est encore auprès de la même forme. Donc, c'est pouvoir vraiment faire le vide de tout ça et se dire, tiens, qu'est-ce qui fait finalement me procure cette joie, cette envie de vivre, oui, de partage. Exactement, parce que si on regarde un enfant, il est naturellement, lui, il est naturel. Il va s'exprimer d'une façon naturelle. Et le fait d'être naturel, des fois, nous empêche même de pouvoir s'exposer, parce que je me souviens, à l'époque, le dimanche, c'était vraiment une journée très particulière où on nous mettait nos beaux habits, et comme par hasard, c'était le dimanche où on pouvait s'amuser. Donc on était en habit blanc, on sortait de la messe, et nous on avait qu'une envie, par exemple, c'était de sortir, de s'amuser, de plonger dans l'herbe, de jouer au football, et à chaque fois, on revenait avec le pantalon vert, sale. Et on ne pouvait pas dire, bah oui, effectivement, j'ai joué, je me suis sali. Alors, il y a quelque chose qui se manifestait en nous, bah, c'était le mensonge. Non, c'est un tel qui m'a poussé, j'ai pas fait exprès. Et c'est intéressant de voir comment le mensonge, des fois, a été alimenté et s'alimente parce qu'en fin de compte, on a peur d'oser dire la vérité, d'être vrai avec l'autre. Surtout quand on a un enfant, parce qu'on sait très bien, quand l'enfant sait intuitivement qu'il est dépendant de ses parents et qu'il a intérêt quand même de moduler un peu les limites, parce que sinon il peut se retrouver... La plus grande peur de l'enfant, c'est d'être rejeté et mal aimé. Oui. La peur du rejet, c'est ça. Voilà, ouais. Et donc du coup, forcément, il va quand même... il peut pousser le bouchon, mais il sait quand même jusqu'où il peut aller quand même. Hein, après, sauf les grands chaos, quoi. Mais... Alors, on va demander justement aux parents, parce que tu es venu aussi avec les parents de Tini. Oui. Donc peut-être qu'avant d'entendre parler Tini, peut-être on va leur demander... Alors, on peut peut-être écouter le père, qu'est-ce qu'il a à dire. Oh non, voilà, salut la compagnie. Ah non, là, excusez-moi, c'est pas le père, mais c'est la mère. La mère, il faut toujours qu'elle prenne la place du père, quoi, en fait, dans cette famille. Hein. Comment ça je prends pas pour la place. Ah oui, il faut que je vous dise, hein, pardon pour l'accent, mais elle vient un peu de la campagne. Hein. Oh, campagne, ouais, pas de la campagne, moi, tout le monde comprend, hein, vous comprenez? Elle comprend, tu comprends? Oui, je comprends. Ouais, t'as intérêt à comprendre. Vas-y, pose la question. Vas-y. Paul, on y va. Hop, une deux. On est là pourquoi? Une deux. Alors? On est là pour l'émission Sagesse et Société. Oh, ouais, on parlait justement des enfants. Ouais, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont, les enfants? Ben justement, on parlait d'être capable de pouvoir exprimer son côté naturel. Au charbon, les enfants. Allez, hop. Ils sont là pourquoi, les enfants? Ils sont là pour aider les parents, c'est tout. Voilà, ils sont là pour aider les parents. D'accord. Ils n'ont pas le droit d'être en fin de compte eux-mêmes. Ah bah si, ils ont le droit d'être eux-mêmes en aidant les parents. On peut être soi-même, aider les parents, aider les parents et puis être soi-même. Et soi-même, ça veut dire quoi? Bon, je ne sais rien ce que ça veut dire, moi. C'est rien. Et qu'est-ce que vous aimeriez, vous, comme vie pour Tini? Tini, c'est qui ça, Tini? Ah, c'est qui, moi? Ah, c'est mon enfant. Il est grand maintenant, il se débrouille. Voilà, j'ai fait mon devoir. 18 ans, hop, basta. Le devoir est fait. Hein. Ouais, c'est bien ça. Oui, c'est une façon de voir les choses. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à 18 ans, est-ce que les parents à 18 ans ont fini leur alors, est-ce que ça veut dire devoir de parents? Est-ce que ça veut dire que le but, ça serait de les amener jusqu'à 18 ans? C'est une bonne question. Est-ce qu'on est parent toute sa vie ou est-ce qu'on est parent que jusqu'à 18 ans? Bonne question. Selon le cadre légal législatif. Et est-ce que de nos jours, les 18 ans suffisent pour dire que nous avons atteint une certaine maturité, peut-être le côté adulte? Dans les traditions anciennes, il y avait des rites de passage où l'enfant était accompagné à devenir adulte. Est-ce que de nos jours, justement, c'est quelque chose qui manquerait dans notre société? Tous ces rites où l'enfant passe une étape. Peut-être en termes de responsabilité, effectivement, aider ses parents. Quel est le rôle aussi de l'enfant dans le fait de dire aider les parents? Ça veut dire quoi déjà?
J'ai écouté, hein, des parents, ça veut dire quoi? Ça veut dire, hop, tu fais la cuisine, tu fais le ménage, tu fais les courses, tout ça, quoi. C'est des parents. Et puis, tu la ramènes pas trop parce que les parents veulent leur écouter leur émission. Voilà, c'est ça, des parents. Hein? D'accord. Les rites, c'est quoi ça, les rites? On ne connaît pas les rites. On connaît le riz, mais on ne connaît pas les rites. Alors, les rites de passage? Non, ça vous dit rien? Non, ça ne me dit rien. D'accord. Par contre, je trouve que c'est intéressant, les rites de passage, parce qu'en effet... je trouve que ça marque, et sans obligatoirement un âge spécifique, mais selon si on enlève le temps, la notion de temps. Ça, c'est intéressant. Plutôt que nous, on fête nos anniversaires une année sur l'autre. Mais est-ce que pour autant, on a grandi? On ne sait pas. Et je pense que voilà, on a chaque personne à son rythme, ses propres rythmes. Et ça, c'est important, je trouve, si on pouvait fêter nos prises de conscience importantes. Célébrer. Voilà, célébrer ça. Célébrer les prises en de famille, conscience. en tout cas. Faire une fête, en famille ou pas. Mais, Et qu'est-ce qu'il en dit, monsieur, alors? Le père? Ah, monsieur, il pense comme moi. Hey, tu penses comme moi. Il pense comme moi, il répond pas, il pense comme moi. On va peut-être quand même l'écouter. Hein, oui, on peut lui laisser en tout cas l'espace. On peut lui donner le micro, c'est sûr. Il a peut-être une certaine sagesse, donc on va quand même... Alors généralement, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que chacun d'entre nous a une sagesse. Elle est peut-être parfois enfouie sous le sable. Alors, bonjour monsieur le père. Couche le dindonnier là-bas. Bravo. Excusez-moi, j'ai pas compris. Par contre, je suis pas venue avec le traducteur, ça va pas être facile. Ah mince. Mais peut-être qu'on peut l'écouter et puis on va comprendre au-delà des mots. C'est parti. T'as pas fini de parler comme ça, là, on comprend rien, tu vois bien qu'on comprend rien. Calmez-vous, hein. Je suis là un peu pour les remettre sur le droit chemin. Oui, mais ça peut arriver dans les couples. Des fois, ça se passe. Alors, la sagesse, quand on ne comprend pas la même langue, qu'on ne parle pas la même langue que l'autre, c'est intéressant aussi, ça. Et comment la sagesse s'exprime aussi dans un couple? Ah, ça, c'est une très bonne question. Comment vous vous exprimez dans votre couple, monsieur et madame les parents? C'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin de parler de sagesse, hein, c'est sage tout court. Voilà, tout le monde est sage, les images, tout ça. Faut pas trop abuser sur, à mon avis, on a déjà vu des choses se passer parce que les couples manquaient d'écoute. D'accord. Alors ça, c'est à mon avis, bon, faut faire attention. Au moins, quand les deux ne parlent pas le même langage, ça évite tous les conflits. Je sais pas. Non? Tu crois? Je ne sais rien. C'est pas mon cas en tout cas. Ça serait une question à poser. Le silence est d'or, est-ce qu'on peut? Le silence est d'or et à la fois... Et Tini alors, dans tout ça? Ah, Tini. L'enfant. L'enfant. Est-ce que tu as, toi, ton cœur d'enfant qui est réveillé? Ah, il s'est jamais éteint, c'est ça le bonheur. Ah, la chance. T'as de la chance, comment tu fais? Ah. T'as un secret que tu veux nous partager? Ça s'est produit, je sais même pas s'il y a un secret, ça s'est produit. En fin de compte, je pense que ce qui me permet de garder mon cœur d'enfant, c'est de m'apercevoir que la vie est pleine de surprises à chaque instant. C'est un petit peu comme quand tu es à Noël, tu sais, tu ouvres un paquet cadeau et tu attends le cadeau et tu t'aperçois qu'à chaque fois c'est un cadeau différent. Et quand tu prends chaque jour de cette façon-là, il y a de grandes chances de garder un cœur d'enfant en tout cas. Ça s'est produit, j'ai pas tellement d'explications à tout ça. Et Tini alors? Mais juste pour avant de donner la parole à Tini, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, le fait de pouvoir laisser... Alors, c'est vrai que par moments, j'y arrive très bien à laisser cette place parce que c'est relax à l'intérieur, c'est détendu, c'est ouvert.
Donc la place à l'inconnu, aux surprises, ça peut être rencontrer quelqu'un, partager 2-3 mots, rigoler, ou faire des rencontres parce que y a un moment de connexion, un moment d'ouverture. Je pense que c'est vraiment lié, finalement, on pourrait presque synthétiser avec ouverture et fermeture, quelque part. Oui, oui, c'est vrai. Mais la fermeture est importante dans le sens où on a besoin de se retrouver, de s'intérioriser. Mais quand cette fermeture, elle devient une prison, là, du coup, on parle plus du tout de la même fermeture. C'est plus une fermeture pour se retrouver, c'est une fermeture pour se perdre. C'est pas pareil. Et l'ouverture à l'excès n'est pas bonne non plus. C'est vrai. Et quand tu regardes un petit peu le monde de l'enfant, vraiment de bas âge, hein, naturellement, comme on disait, il est confortable. Cet enfant, lui, il va dans un environnement même inconnu. Petit à petit, il va commencer à être naturel et confortable. Et à ce côté aussi joyeux chez l'enfant. Et si tu observes bien, la plupart du temps, il est malheureux conditionnellement. Et il est heureux inconditionnellement. Il y a une étude qui était intéressante, c'est tu as un enfant de bas âge, il va avoir 400 stimuli de sourire, sans raison. C'est-à-dire que sur son faciès, il va avoir 400 stimuli comme ça. Et quand tu vas dans le monde de l'adolescence, tu vas déjà en perdre, et il en a à peu près entre 15 et 20. Sans raison. Il y a une déperdition. Il y a une déperdition énorme. Et dans le monde de l'adulte, si on en trouve 2-3 par jour, sans raison, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas un objet extérieur, quelque chose d'extérieur pour générer un stimuli de sourire, un stimuli de joie. Et c'est intéressant de voir que dans notre société moderne, justement, comment ça se fait que maintenant, si tu vois quelqu'un avec un sourire, tu vas dire « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais si tu le vois avec un visage triste, ça devient comme une norme. C'est vrai. Hein? Les adultes sont vraiment conditionnellement heureux et devenus inconditionnellement malheureux. C'est triste quand même. Alors que l'enfant, c'est l'inverse. Il est inconditionnellement heureux et conditionnellement malheureux. Et comment ça se fait que notre société, et peut-être c'est à se poser là aussi la question par rapport à notre système éducatif, est-ce qu'on crée des enfants heureux? Regarde, on laisse notre enfant de bas âge, 2 ans, 3 ans à l'école, et on le retrouve une dizaine d'années après, avec des fois une morosité ou une perte de joie. Oui. Comment ça se fait qu'on a laissé notre système éducatif, justement, avoir une déperdition au niveau du sourire, au niveau de cette joie de vivre, au niveau de cet enthousiasme, au niveau peut-être d'être naturel, de garder cette joie de vivre? Déjà, est-ce qu'à 2 ans, 3 ans, un enfant est prêt pour aller à l'école? Non, parce que c'est le moment où il doit, dans sa construction, où il a besoin d'avoir son monde, d'exister en tant que tel, lui. Donc là, on lui met dans les pattes d'autres personnes. C'est extrêmement violent pour un enfant qui se construit, qui est en train qui est dans sa construction psychique, etc. Donc, et il doit apprendre en plus à partager avec les autres de son espace, de son temps, de ses jouets, etc. On lui demande beaucoup. De ton point de vue, c'est trop tôt? De mon point de vue, ouais, c'est tôt. C'est tôt. Après, bien sûr que le système fait que 2 ans et demi, on met les enfants à l'école parce qu'il y a le travail, etc. Donc, il n'y a pas trop le choix. Donc, mais c'est là où ça peut être très dur pour les enfants, les petits rêveurs, par exemple, où du coup, on va leur demander des choses, justement, de se mettre dans le rang. Ça va être difficile pour eux parce que ils ont une autre énergie, un autre rythme. Et quand c'est normal, hein, quand une personne gère un groupe d'enfants, allez, dans le meilleur des cas, on va dire une douzaine déjà, en bas âge, comment faire pour standardiser tout ça et éviter la pagaille? Donc, il y a quelque chose déjà qui ne va pas, quoi. Donc, perdre son sourire d'enfant. Ouais, moi, je me suis déjà vue dans la rue avoir des sourires un peu béats. Je dis, oh là, Floriane, enlève ton sourire béat, tu vas te faire prendre pour une neuneu, la neuneu de service. Et pourtant, c'est tellement beau de pouvoir garder ce côté naturel. Alors, une autre observation, ce qui se produit aussi au niveau de notre système éducatif, c'est par exemple au niveau des langues, c'est pas naturel d'apprendre une langue avec de l'écrit. On apprend l'anglais en parlant tout de suite, en écrivant l'anglais. Ouais. C'est pas naturel. Lorsqu'on apprend une langue de bas âge, on est dans tout de suite le moment présent, l'interaction dans le moment présent. La sonorité, quoi. La sonorité. Ouais. Donc, il y a des conditionnements d'apprentissage qui sont à la fois, qui nous ont enlevé aussi notre naturel, des choses qui sont
qu'il n'y a pas de bon sens dans tout ça. Oui, le bon sens, malgré tout, c'est vrai qu'il faut aller le puiser, le chercher, et on doit trouver du sens là où il n'y en a pas. Alors, c'est... Bonjour la difficulté. Hein. Alors, Tini, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui, sur son existence? Alors, Tini. Bonjour, Tini. Bonjour. 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 Je m'appelle Tini et je vais vous raconter une histoire. Très histoire. Il était une fois un petit messager qui avait oublié de prendre son embarcation pour partir dans les étoiles. Et alors il court, mais il est fatigué. Alors l'embarcation l'attend pour reprendre la route des étoiles et retrouver Alcadabri, Cadabro, Cadabri, youpi, you. Et voilà, l'histoire est finie. C'est beau, hein? Merci pour cette belle histoire. C'est moi qui l'ai inventée. Ah bah c'est très beau. Très beau. Voilà. Oups. Est-ce que tu as un... Je réalise les vœux. Est-ce que tu as un vœu? Oui. Alors je t'écoute. Je voudrais que les Oui. personnes Oui. qui nous écoutent Oui. aient tous le sourire là, maintenant. Ah bon? Oui. Je peux pas réaliser ce vœu Ah mince. parce que je peux pas choisir pour les autres. Mais par contre, pour toi, je peux te choisir un petit vœu. Ah bah c'est parti alors. Alors, je peux pas te choisir, mais te réaliser un vœu à toi, rien qu'à toi, que pour toi. Waouh. Mais t'es pas obligé. Il peut se réaliser sans que tu le J'ai pas dises. besoin de le dire. Oui. Parfait. Donc, Alors je fais mon vœu. attention, tournicoti, tournicota. Regarde bien la bille, pouf. Tu y crois? Ah oui. Alors si tu y crois, ça va se marcher. Si tu y crois pas, tant pis pour toi. Merci Tini. Merci Floriane d'être venue avec toute cette belle famille. Merci à toi et de m'avoir invité. Et Floriane, pour toi, qu'est-ce que la sagesse? Et qu'est-ce que serait une société remplie de sagesse en ce moment? En ce moment, Ouais. Qu'est-ce que c'est la sagesse pour toi? c'est vrai que je trouve qu'on vit dans une période où c'est assez tendu. Voilà, il y a une atmosphère quand même un peu borderline, quelque chose comme ça. Et déjà de pouvoir prendre son temps, de faire les choses l'une après l'autre. Je crois que déjà c'est une forme de sagesse d'avoir conscience qu'entre les rêves et la réalité, de réaliser nos rêves, ça prend du temps, que ça va très très vite. Si je te parle d'un rêve, je vais aller même pas une minute, mais de le réaliser, ça va prendre beaucoup de temps. Je vais être face à mes échecs, face à mes doutes, face à mes peurs, bâtir des nouvelles choses, mettre en place des nouvelles habitudes, etc. Et puis, des fois, ça prend... il faut aller rencontrer les gens, il faut construire. Et tout ça, c'est du temps. Et parfois, on peut être découragé de ça. Donc, peu importe de quel rêve il s'agit, mais n'importe quoi, déjà de calmer un peu le jeu. On vit dans une société où tout va très très vite. C'est l'immédiateté, c'est l'urgence. Donc forcément, à un moment donné, même si on aspire à cette sagesse qui est pas quelque chose de définitivement acquis, on est happé par cette urgence. Donc il faut tout le temps repenser à se poser, et puis à s'autoriser en fait, à aller connaître son propre rythme et se donner l'autorisation d'être qui on est. C'est ça aussi, se connaître soi-même. C'est tiens, là je n'ai pas du tout le même rythme que l'entourage. Je peux être très très lente à certains endroits et très rapide sur d'autres. Donc et après c'est aussi faire avec qui on a en face de nous, savoir s'adapter. S'adapter, c'est pas de se suradapter non plus. C'est pas tomber dans tiens on s'oublie et puis finalement on sait plus qui on est. C'est aussi c'est entre deux qui fait la relation. Comment on le construit? Qu'est-ce qu'on a envie? Après, si l'autre ne veut pas relationner, ou ce qu'il nous propose, si on reste dans le jeu, si on parle du fait que la relation peut être un jeu, si ce qu'il nous propose
nous convient pas, ou on sent que ça va pas, on peut très bien passer son chemin. Et puis, comme disait la chanson, passe ce message à ton voisin. Alors peut-être justement pour nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent, peut-être rester avec cette clé de sagesse que tu viens de partager, peut-être aussi respecter ses rythmes, écouter ses propres rythmes. C'est vrai, dans une société où on va de plus en plus vite, peut-être que justement c'est important de faire une introspection. Est-ce que le rythme de cette société, ou est-ce que le rythme de ma famille, ou est-ce que le rythme de mon entourage me convient? Parce que des fois on est sur un autre rythme et on a besoin d'aller à un autre rythme. Pas simplement pendant des vacances, mais comment je peux me l'octroyer aussi dans le reste de l'année. Aller à notre propre rythme. Tout le temps, parce que si on se fouette, on est nous-mêmes notre propre bourreau. Donc si on se fouette pour aller plus vite, allez, plus vite, allez, voilà, ce côté vraiment qui peut être très dur. Faut pas s'étonner au bout d'un moment d'avoir du stress, de manger des gâteaux, de fumer, de boire de l'alcool pour se détendre. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, et ce rythme, c'est en lien avec aussi notre musique intérieure. Trouver cette harmonie, finalement, quand on parle d'harmonie, c'est ces notes, c'est une question de rythme aussi, et de pouvoir les mettre sur cette partition, voilà, qui pour composer notre musique de la vie, quoi, en fait. Exactement. Et puis, on parlait de différence par rapport à la société. Et tu connais Marc Vella? Ah, bien sûr, ouais. Donc, Marc Vella, il fait l'éloge de la fausse note. L'éloge de la fausse note. L'éloge de la fausse note. Et ce serait peut-être intéressant de pouvoir aussi laisser émerger en nous cette fausse note. Cette fausse note qui est une vraie note, qui est nous-mêmes. Hein, donc, à méditer. Ça, c'est un beau sujet de pouvoir... En tout cas, merci Floriane d'être venue. Juste, je rajoute, par rapport à la fausse note, c'est très important parce que le droit à l'erreur, déjà, est-ce qu'il y a une erreur? Et est-ce qu'il y a une fausse note? Et c'est cette imperfection. L'erreur est une pépite d'or. Ça, c'est un de mes profs quand j'avais... à l'époque où je passais mes études théâtrales. L'erreur est une pépite d'or. Voilà, c'est vraiment ça, s'autoriser ça. Merci. Alors Floriane, puis merci à Tini. Merci à la maîtresse. La famille, à la maîtresse, les parents aussi. Aux parents. Merci d'être venu. Floriane, si on veut te retrouver, c'est sur ton site internet. Oui. Alors je le lis quand même, passagemaya.gymdofrey.com. Alors je vais l'épeler quand même parce que ça va être beaucoup plus facile. Passage comme un passage, Maya, M-A-Y-A, Gym, donc JIMDOFREE.com. Super, c'est ça. Donc on peut te contacter, solliciter aussi tes animations. En tout cas, ça, c'est un grand plaisir. Tu es toujours la bienvenue ici. Avec grand plaisir de cet échange et d'une prochaine, Stéphane. Merci beaucoup. Et pour tous ceux qui nous écoutent, artisans de sagesse que vous êtes, chacun d'entre vous, bien sûr, vous pouvez amener cette joie de vivre et ce grain de folie là où vous êtes. C'est très important. En ce qui nous concerne, vous pouvez retrouver mes activités sur stéphanehero.com. Avec un plaisir de vous accueillir lors d'un prochain programme. À bientôt. Et puis merci à toute l'équipe des techniciens qui font un beau travail derrière. Merci. Merci. Au revoir. Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation.